Bienvenue chers téléspectateurs de Kemet Télévision dans votre émission Sagesse Kamit, espace de réflexion et de transmission des valeurs ancestrales africaines. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et même le privilège de recevoir Sa Majesté Eko Mata, 13e Venchi, roi des Tikar. Avec lui, nous allons revisiter la mémoire et l'histoire d'un peuple prestigieux, porteur d'une royauté ancienne et dépositaire d'un héritage spirituel inestimable autant pour moi. À travers cette rencontre, nous allons découvrir non seulement les fondements historiques du peuple Tikar, mais aussi les enseignements de leur royauté, véritable colonne vertébrale de leur identité et de leur rapport au monde. Le thème de cette édition est donc le peuple Tikar, mémoire, royauté et héritage spirituel. Préparez donc vous à un voyage au cœur de l'histoire et de sagesse africaine. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, il arrive dans ce studio pour la première fois. Il est encore jeune, c'est un roi, Sa Majesté Eko Mata, qui nous vient de Tikar. Hôtel Sa Majesté, et bienvenue. Ça fait plaisir de te recevoir pour la toute première fois dans ce studio bleu de Kemet Télévision. Thank you so much, Ousé Osoko. Merci d'être parmi vous. Bien loin à tout le peuple Tikar. Bonjour comme ça à toute la grande communauté des panafricanistes de l'Afrique. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'accueil technique, merci pour l'accueil chaleureux et le plaisir partagé. Et comment va le peuple Tikar, ce peuple qui très certainement t'a mandaté à venir parler en son nom ce matin? Comment va-t-il? Ouais, le peuple Tikar va très bien malgré les difficultés du terrain. Ils essayent toujours de s'adapter en fonction des différentes difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Ils essayent toujours de vivre dans la cueillette, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Toujours s'adapter à l'adversité, quoi. Il faut dire également que tu es un panafricaniste, mais un panafricaniste culturel et non un panafricaniste politique. Voilà. Je suis purement panafricaniste culturel parce que j'utilise la culture pour sensibiliser au niveau du panafricanisme. Bon, par exemple, dans les visuels, je peux utiliser un visuel culturel. Je mets une indication peut-être impérialiste, coloniale. Après, je mets en dessous président africain. Du coup, via le visuel, le contenu que je te transmets, tu comprends directement qu'il y a un combat panafricaniste que je suis en train de transmettre pour changer les mentalités de tous les peuples africains. Voilà, c'est très important. Une fois de plus, bienvenue, Majesté. Et j'ose croire que nos ancêtres, méritant nos vénérables ancêtres, vont nous permettre, n'est-ce pas, de mener à bien cette émission. Tout à fait. Parce que ça fait, c'est le 4e rendez-vous. On n'arrive pas à produire cette émission. J'ose croire véritablement que ce qui est fait à l'endroit de nos ancêtres est de bon augure, afin que nous menions de bout en bout cette émission et ce, jusqu'à son thème. Bienvenue une fois de plus, Majesté. Merci. Voilà. Alors, pour commencer à entrer dans le vif du sujet, qui sont les Tikar et quelle est la spécificité de ce peuple dans la mosaïque culturelle africaine, les Tikar? Tout d'abord, on va commencer à la genèse au niveau de l'Égypte antique parce que tous les peuples africains, tous les peuples noirs sortent de l'Égypte antique. Comme je disais, le premier être humain, c'est la femme. Et la femme, pour donner naissance à l'homme, c'est l'union de l'être animal et l'être humain qui est la femme pour donner naissance à l'homme. C'est ça que vous allez voir, tous les êtres humains ont un côté animal mal et un côté humain bien. Et maintenant, au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'esprit positif et l'esprit négatif. Maintenant, ce monde est composé de deux esprits, les esprits négatifs et les esprits positifs. Ce qui fait que ce monde, il y a toujours ce combat entre les esprits négatifs et les esprits positifs. C'est ça que j'ai toujours tantôt à dire que il n'y a pas de paix dans ce monde terrien. Dans ce monde terrien, il y a ce qu'on appelle l'harmonie, l'équilibre, mais la paix n'existe réellement pas. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle l'immigration des peuples, parce qu'il y a la multitude, la progéniture, chercher à conquérir des terres. Ce qui fait donc que vous allez vous en rendre compte qu'on dit plus tard que les Occidentaux, les premiers habitants des différents continents étaient des Noirs. Maintenant, ce qui a fait que c'est la mélanine noire qui s'est cassée à cause du climat. La peau a changé, la peau noire a changé, c'est devenu blanc.
Ce qui a fait qu'on voit des Blancs, on commence à dire que non, tous étaient d'abord des Noirs au départ parce que les premiers habitants de là-bas étaient des Noirs. Maintenant, quand il y a eu ce qu'on appelle l'impérialisation et la colonisation, ce qui fait que les peuples fuyaient à cause de l'esclavage. Peut-être tu vas déposer ton téléphone pour être un peu libre dans tes mouvements. À cause de l'esclavage, bon, ils se déportaient donc, ils descendaient vers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et tout. Maintenant, il y a eu d'abord une première victoire du peuple noir qu'on appelle les Bantous, parce que les Bantous, c'est l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud. Bon, Tchaka Zulu avait réuni tous les peuples de l'Afrique du Centre, Sud-Ouest, pour combattre les impérialistes coloniaux. Ce qui fait qu'ils avaient perdu le combat. Ils ont vu que non, les Africains sont solidaires. C'est d'où dans le nom Bantou. Ils ont vu que les Africains sont solidaires, mais c'était une stratégie juste pour unir les peuples, pour combattre, une union pour la guerre, pour la défense. Maintenant, ils sont là que ils sont venus avec la religion. Avec la religion et tout. Ils sont infiltrés. Bon, c'était juste une façon de dire que l'Afrique centrale, parce que quand on parle de l'Afrique centrale, les premiers autochtones de l'Afrique, les premiers habitants arrivés à l'Afrique centrale sont les Pygmées. Et quand on parle des Pygmées, l'Afrique centrale était au 15e siècle un empire fédéral décentralisé avec pour capitale au sud du Niger. C'est ça que vous allez voir aujourd'hui, quand on parle du Niger, le Niger est développé parce qu'ils ont su conserver... Le Nigeria. Voilà, le Nigeria. Ils sont développés parce qu'ils ont su conserver leur patrimoine, leur culture, leur tradition. Vous avez vu à travers des films, beaucoup dénigraient cela en disant non, vous faites de la sorcellerie, mais pourtant c'était raconter les histoires parce que c'était en train de le matérialiser, de sauvegarder cette mémoire ancestrale-là. Maintenant, les Tikas sont issus de deux ethnies, les Pygmées et les Boum. Et les Boum avaient leur royaume au niveau du Mayoré, dans la région du nord. À Touboro, il y avait le royaume du Boum, Angar. Et ils sortaient du lac Tchad. Bon, la déportation, c'est ça que vous allez voir, le septentrion, ils ont un peu les mêmes traits que dans la région, dans l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, l'Afrique de l'Ouest, on a un peu des mêmes coïncidences dans les rites et tout ça. Maintenant, quand il y a eu l'impérialisation coloniale, les Boums sont descendus parce que les rois faisaient descendre les reines avec les princes pour continuer la progéniture, pour que la progéniture puisse vivre, la tradition, la culture puisse continuer à vivre. C'est donc comme ça donc que les Boums ont vu que bon, il faut qu'on soit unis pour pouvoir vaincre ces adversaires-là. C'est comme ça que les Boums sont unis avec les Pygmées. Ils ont donc donné les Tikas. Et les Tikas, donc maintenant, ils ont fait 7 royaumes. Parce que les Tikas, les fondateurs de 7 royaumes Tikas sont des princes et princesses Boum. Dans la région de la Damawa, il y a 3 royaumes Tikas. Il y a le royaume de Bankim, qui est beaucoup plus connu au nom de Rifom, Kimi. Il y a le royaume de Bandam, il y a le royaume de Boakong. Dans la région du Sang, il y a le royaume de Bandam, il y a le royaume de Njitam. Dans la région de l'Ouest, il y a le royaume de Tché, auquel je suis issu, successeur du trône. Parce que le prince fondateur Boum de ce royaume était Vengche Tchemon, fondé depuis 1241. Et maintenant, dans la région du nord-ouest, il y a le royaume du Dem, ce qui fait donc les 7 royaumes Tika, les royaumes de Tika, de la plaine Tika, qui ont donc donné naissance à ces différents royaumes-là. Et vous allez vous en rendre compte que, voilà, dernièrement, Vinicius a fait les tests ADN aux États-Unis. Ça a été une preuve officielle qu'il est Tika du Cameroun. Maintenant, il ne savait pas d'où est-ce qu'il est Tika. Vinicius, le footballeur. Voilà, Vinicius, le footballeur brésilien. C'est là que je lui révèle que effectivement, Tché Tika issu du royaume de Tché, parce que chez nous, le football est dans nos gènes. Moi, je suis un très bon footballeur. J'ai joué avec les Martin Onla, les Baleba, tous cela me connaissent. Beaucoup de joueurs à l'équipe nationale me connaissent. Mon petit frère même qui s'appelle aussi Mata, c'est un terrible génie. Ce qui se passe avec le royaume de Tché, qui a été falsifié de l'histoire, parce que l'Ouest n'a pas su qu'il y avait un royaume Tika qui existait à l'Ouest, ce qui fait que ça a déraciné beaucoup de peuples. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la descendance Tika continue au niveau du littoral centre, sud, est. Ça ne se limite pas seulement dans la plaine Tika. Bon, il y a eu cette déracinisation-là que nous sommes en train de mener un combat de réappropriation de notre véritable histoire. D'accord, on va récapituler tout ça pour la bonne compréhension des uns et des autres. Ça veut dire que le peuple Tikar est descendant à la fois des Boum
et puis des pygmées du centre de l'Afrique. Et nous connaissons la particularité des pygmées qui sont des hommes de petite taille. Est-ce que parmi les Tikas, on trouve également des hommes de petite taille? Oui, effectivement, dans tous les villages de la plaine Tika, il y a des hommes de petite taille. Moi, je suis une personne de petite taille. Et les booms sont des personnes vraiment de grande taille. Bon, chacun a pris un côté boom, un côté pygmée. Et on s'y connaît, en nous, on se retrouve. D'accord. Les Tikas qu'on retrouve aujourd'hui dans 4 régions du Cameroun, notamment le nord, le centre, l'ouest et le nord-ouest ou le sud-ouest, je crois bien. Lorsqu'on parle par exemple des Bamileke, on les situe dans la région de l'ouest du Cameroun. Lorsqu'on parle des Beti, on les situe dans la région du centre Cameroun et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que les Tikas sont répartis plutôt dans 4 régions du Cameroun? Effectivement, comme je dis toujours tantôt, il n'y a pas 4 aires culturelles, il y a 5 aires culturelles. Les gens oublient le 5e aire qui est l'aire autochtone. L'aire autochtone là qui a donné naissance à cette descendance-là. Moi je dis toujours, le premier Ngondo, pour ceux qui ne savent pas, le premier Ngondo c'était une fête du vivre ensemble. Il n'y avait pas que je sors de tel lieu, ça ressemblait tout le monde. Il faut dire que le Ngondo, c'est une célébration à la fois culturelle et spirituelle qui se déroule du côté de Douala au littoral et qui aujourd'hui concerne essentiellement les Sawa qu'on appelle les Douala. Voilà, c'est un peu comme le Ngon. Le Ngon, c'était une fête qui rassemblait tout le monde, tous les Tikas, tout le monde. C'était pas une histoire de c'est la fête des Bamons, non. C'était une fête qui rassemblait tous les Tikas. Et comme j'ai toujours tantôt dit, pendant l'esclavage, les Blancs, les colons ont falsifié l'histoire pour nous diviser. Parce que nous, on vivait ensemble depuis. Les Noirs sont des gens hospitaliers. Mais c'est cette façon-là que les colons nous ont pris, en nous dupant, en nous mentant, en pillant nos œuvres et tout, qui sont exposées partout au musée. Parce que les œuvres Tika sont exposées dans les musées chez les colons. Mais ils n'arrivent pas à nous remettre. Mais comme je dis toujours, tôt ou tard, ils vont toujours nous le remettre. Quelle est la particularité des peuples Tika vivant dans les 4 régions du Cameroun? Est-ce qu'ils partagent la même culture, que ce soit ceux du nord, ceux du centre, ceux de l'ouest et même ceux du sud-ouest? Partagent-ils la même culture sur le plan linguistique? Parlent-ils la même langue? Les 7 royaumes Tika, ils ont un accent différent. Les langues des 7 royaumes Tika ont un accent différent. Par exemple, chez nous à Tché, au royaume de Tché, quand on dit bonjour, on dit binonle. Tu vas voir à Bankim, Kimi, quand on dit bonjour, on dit binonle. Bon, il y a ces accents-là, mais tout ça, c'est la même chose. Mais tout ça, c'est la même chose. Mais il y a ces accents-là qui diffèrent, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, il y a aussi nos façons de préparer, c'est la même. Au niveau de la langue, c'est différent, mais nos façons de préparer, c'est la même. Maintenant, au niveau de la tradition de la succession, c'est pas la même. Parce que chez nous, à Tché, la succession, c'est de grands-pères, petits-fils. Moi, j'ai succédé mon grand-père qui était le 11e Vientier Sade, qui a régné de 1949 à 1965. Et lui, il avait fait mon père au sang, parce qu'il y avait une guerre froide en 1960. Pendant la folklorique indépendance de l'Afrique, on disait que les pays africains sont indépendants. Ce n'était pas l'indépendance, c'était folklorique. Il avait créé ce film pour aller faire mon père au sang dans le Bamikim, pour que sa progéniture, son successeur que je suis, puisse naître, qui est une preuve vivante du royaume de Tché, auquel le Vinicius, le footballeur brésilien, est issu. Alors, comment se passe la reconnaissance entre vous, ces différents peuples Tika répartis dans les 4 régions du Cameroun? Est-ce que lorsque tu te déplaces, par exemple, pour aller au nord-ouest ou même pour aller au nord, est-ce que ta reconnaissance de majesté, ta reconnaissance de roi des Tika de l'ouest Cameroun est mise en avant? Est-ce que tu es reçu tel une majesté, tel un prince, tel un roi dans ces différentes autres régions? Je peux dire oui parce que nous partageons tous une même histoire ancestrale. Parce que quand on parle des fondateurs de ces différents royaumes, c'était des princes et princesses Boum. Comme le royaume de Bankim Kimi, c'était la princesse Wuteng. Bon, les princes et princesses Boum sont descendus du royaume Boum par vagues successives. Bon, il y a eu 7 groupes qui sont descendus par vagues successives. Après le groupe de Wuteng qui forme un Bankim, il y a eu 6 autres groupes qui sont descendus par vagues successives.
Et cette histoire-là, tous la connaissent. Bon, ils savent que non, on doit vivre ensemble, nous sommes des frères. Quand le roi Tika de tel Rome arrive, il faut le recevoir, il faut l'accueillir. Et c'est sans discrimination, parce que tous les rois sont les bienvenus, même tous les descendants. Moi, j'accueille tout le monde. Moi, je prends tout le monde, je respecte tout le monde mutuellement. Je ne regarde pas mon âge ou l'âge de la personne qui est devant moi. Je respecte même les bébés, même je respecte. Et il faut dire que tu es roi justement de Tika, dans la région de l'ouest du Cameroun, non loin de Fumban, et dont nous connaissons un chef très puissant, un roi très puissant, qui est la famille Njoya jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons Nabil. Est-ce que Nabil a déjà eu à t'adouber comme roi, comme majesté? Ouais, j'étais arrivé l'année passée. J'ai fait une visite de courtoisie au sultan. J'étais arrivé avec mes sujets, avec mon parapluie royal. Et j'avais été bien accueilli par le sultan. Lui, il le connaît personnellement. Nous, on a déjà eu le temps d'échanger comme ça, face to face. Il m'a reçu dans son bureau, au palais, là-bas. Et c'était bien. Moi, je lui avais dit, moi, je viens pour la cohésion sociale. Et à ce moment-là, beaucoup de chefs camerounais Tika, ils avaient pris ça mal. Ils ne comprenaient pas la vision que moi j'amenais. Aujourd'hui, on me voit comme un héros parce que j'ai ramené la paix, j'ai ramené le vivre ensemble, j'ai ramené la cohésion sociale entre nos peuples. Parce qu'il y avait ces difficultés-là de vivre entre Bamoun et Tika. Et j'ai même organisé le festival Tché 2025, première édition cette année. C'était du 15 au 17. J'ai réuni Bamoun Tika. Sur le même temps, on mange, on boit, on cause de Québec. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Donner les solutions et tout. On doit vivre ensemble, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, ça veut dire que le sultan, roi de Bamoun, t'a adobé et désormais, le calumet de la paix est fumé entre les Bamoun et les Tika, qui sont pratiquement les mêmes peuples, ça du côté de l'ouest. Ouais, tout à fait. D'accord, venons-en à la royauté Tika. Quel est le rôle du Venchi, c'est-à-dire du roi, au sein de la communauté, que ce soit hier comme aujourd'hui? Quel est son rôle? Le Venche, c'est le garant de la tradition et c'est lui qui est le garant de la direction du peuple. C'est lui qui oriente le peuple vers la lumière. C'est lui qui tire le peuple de l'obscurité pour l'amener vers la lumière et c'est lui le garant de la tradition. C'est lui qui détient toute la spiritualité ancestrale du royaume. Bon, il peut décider, s'il décide que ici, là, ça n'a pas lieu, il invoque les ancêtres, ça n'aura pas lieu. S'il décide que non, il bénit et il bénit. C'est comme ça. Sur le plan de l'organisation sociale, comment s'articule la société Tika autour de la royauté, des clans et des institutions traditionnelles? Comment est-ce que le peuple Tika est organisé? Après le roi, on a qui? Quels sont les rôles? Quelles sont les différentes responsabilités des uns et des autres jusqu'au peuple? Dans le cas du royaume de Tché, c'est classé comment? C'est d'abord le roi, le Mvengche, qui est là. En dessous, il y a les reines-mères, il y a les notables, il y a le peuple. Maintenant, les notables, il y a ce qu'on appelle le conseil constitutionnel. Déjà, les notables et les reines-mères se réunissent quand il faut se rassembler à la réunion. Tous se réunissent avec le roi. On essaie de parler des problèmes qu'il y a et comment le résoudre et tout et tout. Maintenant, le peuple transmet les différents problèmes aux reines-mères comme aux notables, mais beaucoup plus les notables parce que les reines-mères sont aussi occupées dans leurs activités et ils sont un peu aussi classés comme les sages. Parce que chez nous, les Tika, la femme a beaucoup plus de pouvoir que l'homme. Bon, la femme elle est dotée aussi d'une sagesse spirituelle innée en elle. Bon, elle est beaucoup respectée chez nous, les Tika. Et au plan des institutions, aux institutions traditionnelles, par exemple, comment est-ce que c'est organisé? Est-ce que vous avez des célébrations, des jours de célébration? Est-ce que vous avez des jours de marché? Est-ce qu'il y a des jours aussi interdits pour ne pas aller au champ, par exemple, et tout ça? Comment tout ça est organisé dans ton peuple, au sein de ton peuple? Oui, effectivement, concernant cette organisation, nous avons le Suti que nous organisons chaque année. C'est un culte des ancêtres, le Suti. Et aussi, nous avons les jours du marché. Nous avons les jours comme le vendredi, comme le jeudi, comme le dimanche. Il y a des jours comme ça, vous arrivez, vous voyez beaucoup de monde au marché. Bon, nous avons ces différents cas-là.
Et aussi, il y a le festival Tché, comme je disais, qui est une restauration historique de notre patrimoine. Parce qu'effectivement, dans l'arrondissement de Magba et Malantin, parce que le royaume de Tché, c'est devenu, avec le découpage administratif, l'arrondissement de Magba et Malantin. Mais le village Mata, qui est la capitale du royaume, a gardé toute cette tradition-là, toute cette ancestralité spirituelle-là, parce que c'est là où résidaient tous les différents Vinci, du premier de Ntchemon jusqu'à mon grand-père, c'est là où ils étaient, et c'est là où il y avait le palais royal, le musée et l'école de beaux-arts qui avait été détruit. Parce que nos œuvres d'art ont été volées, c'est pas à pied dans le monde et tout. C'est un peu ça, un peu... Est-ce que le festival, par exemple, qui est organisé là-bas, les Tika des autres régions sont-ils invités? Oui, c'est sans discrimination. Tous les peuples sont invités, c'est sans discrimination. Tous les Camerounais, tous les Africains sont invités, c'est sans discrimination. C'est seulement qu'il y a ce souci de déplacement, parce que c'est pas évident, c'est loin, les gens payent son transport, il faut se loger, tout ça, c'est pas évident. Mais on essaie toujours de sensibiliser en disant que ceux qui peuvent venir viennent, et ceux qui ont pu venir étaient là, ils ont trouvé que c'était belle et tout. On attend la prochaine édition le 15 juillet 2026. D'accord, on va revenir sur une petite précision. Pourquoi il y a eu éclatement du peuple Tika pour qu'on en retrouve aujourd'hui à la fois à l'ouest, au nord-ouest, centre et même nord, comme on l'a cité tout à l'heure? Pourquoi il y a eu éclatement? Bon, je peux dire que chaque prince et princesse Boum ont voulu bien aller fonder le royaume, être indépendants, autonomes. Parce que les 7 royaumes de la plaine Tika, ce qu'ils n'en savent pas, ils sont autonomes. Bon, aucun roi n'est au-dessus de l'autre. Ça veut dire qu'il peut y avoir Mystica de Kimi, Mystica de Ngambe, Mystica. Bon, c'est comme ça. Bon, c'est pas qu'il y a un Mystica qui commande le mot, ou bien un roi Tika qui commande. Tous les rois sont autonomes. En tant que jeune roi, à peine 30 ans sonnés, dans les perspectives, ne penses-tu pas réunir toute la grande famille Tika au sein d'une seule et même communauté? Je crois que à ce niveau, c'est au niveau des festivals. Comme en Bankim, ils ont leur festival. Quand on organise un festival, on réunit tout le monde, c'est la famille, c'est la fête. Tout le monde est là, on mange, on boit, on cause, on échange, on regarde ce qui ne va pas, on essaie de trouver des solutions, c'est comme ça. Et même en Gambie, il y a des festivals, même dans le nord-ouest, il y a des festivals. C'est comme ça, c'est partout. Les gens, le festival, effectivement, c'est pour nous rassembler. D'accord. C'est pour nous rassembler. Maintenant, sur le plan de la spiritualité et du symbolisme, quelle place occupe la spiritualité dans l'univers Tika et quels sont les grands symboles qui l'apportent justement? Je peux dire que la place de la spiritualité Tika, c'est très enraciné. C'est très enraciné. C'est pour ça que je dis toujours que ne commencez pas l'histoire au niveau des Oumniobé. Le problème de l'Afrique ne commence pas dans le néocolonialisme. Le problème de l'Afrique commence dans l'impérialisme et le colonialisme. Ça ne commence pas dans le néocolonialisme. C'est là où je dis aux gens que ne soyez pas limités au niveau du néocolonialisme, rentrez au niveau de l'impérialisme et du colonialisme. Pour dire que nous avons eu des princes et princesses qui ont fondé les royaumes. Et il y a eu ce qu'on appelle l'esclavage. Quand on parle de Fumban, Fumban était un carrefour d'esclaves. Ils prenaient les Noirs depuis la Damara, le nord, allaient avec jusqu'aux côtes Kribi, Bimbia et consorts. Il y avait Fumban qui était un carrefour d'esclaves, il y avait Chang, il y avait Mbangante. C'est pour ça que vous allez voir, ce sont des endroits que vous allez rencontrer. Il y a plusieurs langues parlées là-bas. Ce n'est pas un hasard. Parce que quand les colons prenaient comme ça, ils les rassemblaient, on ne passait la prison. La prison ne regarde pas que je suis Betty, je suis ceci. Vous êtes tous là mélangés. Vous êtes tous là mélangés. Bon, ce qui fait que, comme je dis toujours, nous vivons ensemble depuis. Et le roi Banganté s'appelle d'abord Seydou Pokam et il n'y a jamais d'intronisation à Banganté sans que le sultan, roi des Bamoun, ne soit là et n'apporte son onction. Ça veut dire effectivement qu'il y avait une certaine acquittance entre ces peuples-là. Il y avait une cohésion, c'est ça, effectivement. D'accord, maintenant, parlant justement des symboles, comme je l'ai dit tantôt,
Sur la table, nous voyons, je ne sais pas si c'est la tête d'un bœuf. Oui, c'est la tête d'un bœuf. Nous voyons également une... Nous avons l'épée Tika, ça c'est un patrimoine... Ah, ça c'est ce qu'on appelle l'épée Tika. Oui, ça c'est l'épée Tika, ça c'est un patrimoine ancestral. Vous allez beaucoup retrouver ça chez les peuples Bamileke, même chez les Bamoun, mais c'est les Tika, ça c'est un patrimoine. Normalement, ça doit être ça doit être reconnu par l'UNESCO. C'est un patrimoine Tika. Il y a comme d'autres symboles, comme du niveau du royaume de Tché. Il y a le jumeau, un animal jumeau, qui a une vue de face, le lièvre, qui est synonyme de sagesse, et une vue d'arrière, le lion, qui est synonyme de guerrier. C'est-à-dire que nous, les Mvingtiens, nous avons l'esprit guerrier. Nous avons l'esprit de la sagesse, nous avons l'esprit aussi guerrier. Bon, nous sommes vus de face des lièvres et vus d'arrière des lions. Maintenant, il y a aussi d'autres symboles comme le scarabée. Le scarabée qui veut dire quoi? Une mère qui donne naissance à une progéniture. Vous allez voir le scarabée, il a plusieurs pattes. Un peu comme l'araignée, mais ce n'est pas l'araignée, le scarabée. Il y a le scarabée, il y a le buffle, il y a le léopard, il y a la panthère, tout ça. Il y a le lion, il y a l'éléphant. Tout ça, ce sont des symboles, Tika, Boum et tout. C'est très puissant. Et il y a les bayas aussi. Les bayas, que vous voyez les femmes attachées au rang là. Beaucoup mystifient ça. Non, c'est la protection. Nos ancêtres utilisaient ça. Moi, j'ai ma part, c'est comme ça. Moi, mon baya, nous les hommes, on ne met pas ce rang, on met ça comme ça. Un peu comme les guerriers. Et c'est pour vous allez voir les samouraïs. Les Japonais, ils ont les samouraïs qui manient l'épée là. Ils ont souvent des trucs attachés comme ça. C'est spirituel, c'est une protection spirituelle. C'est un peu ça. Que représente la tête du bœuf? Ouais, la tête du bœuf, c'est le pouvoir. Bon, j'ai acquis ça quand on m'inchronisait le 15 juillet à Magba. J'ai acquis ça ancestralement, on me l'a donné. Que c'est toi le bâton de commandement, il faut être prêt. Parce que vous avez vu l'événement qui s'est passé demain le 3 février. C'était un événement spirituel parce que ce soit le sultan, que ce soit mon demi Onga Mongkwa Soulé, qui est un prince Tika du royaume de Tché, mais qui n'est pas le successeur du trône. Parce que tous les chefs de village Tika qui sont là-bas dans l'arrondissement de Magba, ce sont des princes du royaume de Tché, mais qui ne sont pas des successeurs légitimes. C'est moi le successeur légitime. Et ils te font allégeance. On se respecte mutuellement. Moi, tu me fais allégeance, je te fais allégeance. Moi, je suis un enfant. Je veux pas obliger mon grand-père ou bien mon père à faire allégeance. Bon, ça c'est naturellement. Ils me font allégeance naturellement. Et moi aussi, je les respecte. Parce que l'allégeance, c'est le respect, en fait. Quand on dit allégeance, c'est le respect. C'est juste que le français, c'est une langue un peu compliquée. Allégeance, c'est se dire respecter. Et maintenant, quand on parle de respect, ça veut dire qu'on se fait allégeance mutuellement. Bon, c'est ce qui se passe et tout va bien. Nous avons également un objet d'art là. C'est écrit Best Talent. À quoi est-ce que ça renvoie? Ouais, le Tché 2025. Ouais, le Best Talent Festival Tché 2025, c'était effectivement au Festival Tché que j'ai organisé du 15 au 17 juillet à Magba. Et c'était le meilleur, le vainqueur du meilleur talent. On l'a remis ça, et sous sa permission, il nous a permis que nous puissions avoir ce trophée et puis le présenter. Parce que c'est pas évident de gérer le transport du vainqueur et tout, c'est monter avec lui et ça sur les médias et tout. Bon, du coup, j'ai eu cette responsabilité, charge-là de toujours le présenter que sur devant une scène médiatique pour continuer à sensibiliser, partager notre culture. Je crois que Kemet Télévision sera la prochaine édition du festival Ntché. Ouais. D'accord. Sur le plan de la mémoire et de la transmission, comment les Tika conservent-ils et transmettent-ils leur histoire, leur savoir et leurs valeurs aux générations futures, non seulement à ceux des peuples Tika, et même à tous les Africains de façon générale, parce que le peuple africain, le peuple Tika ne s'est pas toujours situé géographiquement au Cameroun dans un premier temps, il vient de très loin. Alors comment est-ce que les Tika transmettent leur histoire et leur savoir? Nos ancêtres Tika, ils ont combattu les impérialistes coloniaux. Il y a ce qu'on appelle les tranchées de guerre. Dans les royaumes Tika, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle les tranchées de guerre. Déjà, c'est une transmission mémorable qu'ils ont laissée
pour qu'on ne puisse pas oublier nos racines, pour qu'on ne puisse pas oublier l'histoire. Il y a ce qu'on appelle les tranchées de guerre. Et il y a les grottes, il y a des grottes sur des rochers. Nos ancêtres écrivaient, ils laissaient des symboles, ils écrivaient déjà, ils avaient une écriture. Ils gravaient. Ils gravaient pour que quand la conjoncture va venir, on puisse savoir qu'il y avait des gens qui vivaient là. Ils ont laissé des messages codés à décrypter. Comme par exemple en Gambé, j'ai un jeune cousin de Gambé Tika. Il décrypte l'hiéroglyphe. Il parvient à traduire l'hiéroglyphe. L'hiéroglyphe, c'est la plus vieille écriture ancienne depuis l'Égypte antique. Quand les différents peuples disent qu'ils créent une écriture, moi je dis toujours que vous créez l'écriture, c'est à base de l'hiéroglyphe. Parce que les écritures là, quand vous voyez, vous allez voir que c'est une ressemblance. Même quand vous voyez l'écriture, Bamoun exactement. Oui. Vous allez toujours voir que ça, c'est un peu des ressemblances avec l'hiéroglyphe. Oui. Bon, et le Tika, c'est un grand avantage, c'est une grande découverte qu'il y a un Tika qui parvient à l'hiéroglyphe. Moi, mon somme que mon jeune frère Tika là aille en Égypte. Parce que s'il pas en Égypte, il va décrypter tout ce qui est écrit, tout ce qui est dans les pyramides là. Ça va encore plus ouvrir les yeux au monde entier, aux Africains même qui sont là sur le terrain. Bon, nos ancêtres avaient des façons de nous transmettre des savoirs en fait. Est-ce que ça se suit aujourd'hui? Est-ce que ça se suit? Ouais, ça se suit. Il y a des guides pour ça. Mais ce sont des choses vraiment secrètes et qu'on ne filme pas. On interdit souvent de filmer. Bon, quand les touristes arrivent, on dit ok, allez-y. Parce qu'il y a les endroits qu'on filme, les endroits qu'on ne filme pas. Bon, c'est un peu ça. Est-ce que c'est des Tikas qui sont nés dans des métropoles, dans les grandes villes, comme Yaoundé et Douala par exemple, sont-ils au courant de cette tradition? Si oui, comment sont-ils enseignés pour qu'ils gardent justement ces éléments traditionnels-là qui ne les éloigneraient pas de leur source ancestrale? Effectivement, nous avons beaucoup eu les difficultés à ce niveau parce que nous avons rencontré beaucoup de jeunes de la zone urbaine qui avaient des difficultés à s'approprier de leur histoire parce qu'ils ne connaissaient même pas ces différentes histoires que je suis en train de parler là. Ils n'avaient pas cette connaissance-là. Moi, du coup, et il y a aussi ce problème de langue. Ce problème de langue, parler bien le Tika, bon, c'est tout ça. On essaie de transmettre ça via les initiatives comme nous le faisons là, via les films documentaires, les films, les livres. On essaie de les transmettre ça pour qu'ils puissent se réapproprier ce qui les appartient. Parlons des défis contemporains. Face à la modernité et aux influences extérieures, quels sont les principaux défis pour la royauté et l'identité Tika? Parce que nous savons qu'il y a une sorte de soi-disant mondialisation qui est venue phagocyter, n'est-ce pas, la véritable culture des différents peuples africains. Ça s'appelle pour moi les défis contemporains. Alors face à cette modernité-là et aux influences, quels sont les principaux défis pour la royauté et l'identité même Tika, pour qu'elle ne disparaisse pas? Je crois que nous avons beaucoup de défis au niveau de cette mondialisation parce que ça a beaucoup affecté notre tradition, notre culture. Vous allez voir sur le terrain, quand une personne s'habille traditionnellement, on commence à dire oui, il est marabout, oui, il est ceci. Il mystifie toute la chose. Pourtant, la personne essaie de garder ses valeurs ancestrales, ses valeurs coutumières, ses valeurs traditionnelles, tout simplement. Bon, il y a ces difficultés-là. Ce que moi, j'essaie toujours de faire, c'est de unir modernité et tradition du genre. Tu peux mettre ta veste, tu peux mettre ta chemise et tu mets quelque chose de traditionnel et tout pour qu'ils aient un peu une image originale que waouh, ils ont du waouh en fait. Parce que quand ils nous voient carré, peut-être dans le sens qu'il n'y a pas de festival traditionnel, il n'y a pas, c'est un événement modernisme, mondialiste, on arrive là directement en traditionnel là. Si on n'a pas de nom, on n'a pas de personnalité comme nous, comme ça, nous connaissons que c'est Sa Majesté, on va se dire oh, c'est un marabout. Pourtant, c'est pas ça. Moi, c'est un peu les petites difficultés que nous rencontrons côté mondialisme. Justement, parlons de royauté et renaissance africaine. Alors, selon toi, en quoi la royauté traditionnelle, comme celle des Tika, par exemple, peut-elle contribuer à la renaissance culturelle et spirituelle de notre continent? Je crois que la base d'abord, nous étions des empires des royaumes, ce qui veut dire que la royauté joue un très grand rôle. Et nous étions organisés bien avant d'être des pays, bien avant qu'il y ait des présidents.
Nous étions déjà organisés. Ce qui fait que nous allons voir du côté du Japon. Le Japon, c'est un empire. Le Japon, c'est un empire. Vous allez voir la Chine. La Chine, c'est un royaume, c'est un empire. C'est comme ça. Ils ont su garder ça. Si nos différents présidents commencent à se réapproprier ça, qu'on part dans la monarchie, on rentre dans l'histoire, on rentre dans les royaumes et empires, on va se rendre compte que nous allons bien faire les choses, nous serons bien structurés et on va mieux se développer. Et je tiens un coup de chapeau à l'AS qui a compris ça, qui est un État confédéral, États-Unis confédéral, l'Alliance des États du Sahel. Parlant du Japon, justement, le Japon est la première puissance technologique au monde. En même temps, le Japon est le premier pays le plus traditionnel au monde. Ça veut dire que tradition et modernité peuvent faire bon ménage. Effectivement, les Japonais ont compris, ils ont commencé avec les animés, les bandes dessinées et tout et tout. Le Japon est numéro 1, même aussi, en dehors de la technologie, numéro 1 dans l'art visuel. Comme par des Sengoku, des Naruto, ce sont des animés spirituels, les One Piece. Ce sont des animés purement, quand tu vois Sengoku, c'est le nègre, c'est le noir à laquelle on l'appelle le singe. On a passé le temps à dénigrer le noir, le crétin de singe. Et dans Sengoku, on se rend compte que c'est un singe qui parvient qui est le justicier du monde, qui parvient à sauver le monde. C'est un peu ça. Tu vois Naruto, on te parle des ninjutsu, des taijutsu. C'est différent pour voir là que dans la vie réelle, ça se passe. Le taijutsu existe, le ninjutsu existe. Ils ont transmis cette valeur culturelle à travers ces œuvres culturelles. Comme nous sommes en train de faire là, c'est une transmission générationnelle. C'est ça. D'accord. Maintenant, sur le plan du panafricanisme, d'où vient ta fibre panafricaniste? Parce que tu aimes bien le travail que les présidents de l'AES font. Tu t'y es même déjà rendu au Burkina Faso et tu as rencontré Ibrahim Traoré. D'où vient ta fibre panafricaniste? Bon, je peux dire que le panafricanisme d'abord, c'est d'abord inné. Parce que tu dois avoir d'abord une défense des Noirs en toi. Tu dois avoir une défense des Noirs en toi. Maintenant, il y a eu ce combat-là, dans la sensibilisation du panafricanisme, la défense des Noirs, qui a suscité aussi les Africains à revenir dans la défense des causes des Noirs. Ça a commencé en Occident, ça a continué en Afrique. On a vu les Thomas Sankara, on a vu les Sékou Touré, et tant d'autres, les Oumniobé, tout ça, ça concourt au panafricanisme. Moi, j'ai toujours eu cet amour-là depuis l'enfance et j'ai été très honoré d'être à l'Alliance des États du Sahel l'année passée. J'ai pris la route et j'ai fait la révélation tout dernièrement. J'ai dit que j'ai pris la route. Moi, le président Ibrahim Traoré a suivi mon voice, mais il s'est rendu compte comment un chef, tout un chef en Ouattika, il a pris la route en 2024 pour venir ici. Il a dit que non, il faut que je mette le visa gratuit pour tous les Africains. Il a compris. Il a compris que si tous les Africains commencent à venir prendre la route comme s'il y aura tellement de morts, il a rendu le visa pour le Burkina gratuit. Et c'est une grande ouverture pour les peuples africains. D'accord. Ton rôle personnel en tant que 13e Vinci, quelle vision portes-tu pour le peuple Tika aujourd'hui et demain? Ma vision, c'est le développement local. Le développement local. Moi, je ne peux pas être là où il y a la lumière, j'arrive là où il y a l'obscurité, je n'éclaire pas. Je suis quelqu'un qui donne vie à quelque chose qui est déjà mort. Donc, je ressuscite. Comme sur le terrain, en 2022, j'étais arrivé, j'ai vu que la route n'était pas construite. Moi, j'avais saisi le ministre Nganou Djumessi, le ministre des Travaux publics, pour la construction de la route. Et les financements arrivaient à la mairie. Et moi, quand je saisis les ministres par rapport au développement local, je ne saisis pas du genre qu'on me donne l'argent. Non. Je préfère qu'on donne l'argent aux institutions, la mairie est là, ou bien une association, ou bien je préfère. Parce que je ne veux pas qu'on dise que j'ai perçu telle somme. Non. Moi, je suis là pour le bonheur de mon peuple, pour le développement, pour qu'il y ait la lumière, l'électricité, la route, l'eau, les hôpitaux. Bon, c'est ça. Moi, je suis pour le développement local, en fait. D'accord. Bon, maintenant, peut-être la dernière question. Message aux Africains et aux Afro-descendants. Très important. Quel appel
ou quelle sagesse aimerais-tu partager avec les fils et les filles d'Afrique qui nous regardent à travers le monde, à travers cette émission Sagesse Kamit sur les antennes de Kemet Télévision? Je vais d'abord commencer par les Africains. Je dis aux Africains, ne vous focalisez pas sur les présidents africains. Focalisez-vous beaucoup plus sur ce qui se passe à l'AES. Parce que ce qui se passe à l'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. C'est les présidents de l'AES qui ont la clé de la réussite de l'Afrique. Parce que l'ouverture que l'AES est en train de faire là, ça va donner beaucoup d'opportunités au peuple africain. Voilà la monnaie. La monnaie, le Sahel, c'est très puissant. Ce qui bloque les Africains, c'est au niveau de l'économie. C'est ça qui fait en sorte que les Noirs, les Africains préfèrent migrer. Parce que l'économie est bas, le franc c'est pas bas. Mais quand le Sahel va sortir, c'est fini. Même la diaspora va venir, tout le monde va venir graver. Ici, tourner notre économie, ça reste là. Bon, je dis que croyons au président de l'AES, soutenons-les, mettons, consacrons-nous là-bas, consacrons-nous beaucoup plus dans le combat panafricaniste, panafricain, ce que je conseille aux Africains. Maintenant, aux Afro-descendants, comme je dis toujours, faites un retour à nos racines. Maintenant, le retour à nos racines, ce n'est pas seulement un retour aux sources, non. Quand vous faites un retour aux sources, contribuez au développement local. Ne venez pas seulement que vous venez, vous faites des photos, oui, j'étais là, j'étais à Tché, ou j'étais à Bafoussam, j'étais à... Non, contribuez à ce développement-là. Parce que soutenez l'État, ou alors construction en association et développons localement le territoire. C'est très important, c'est très utile. D'accord. Et au peuple Tika qui t'a mandaté à parler en son nom ce matin, est-ce que en quelques mots, et ce en langue Tika, tu peux leur adresser également, ou alors lui adresser, le peuple Tika, lui adresser un message? Benolan Lantumo, Jinsam, 13e 20 et comme Mata Israël, petit-fils 11e 20 Sade. Je suis très honoré de partager avec vous ce message. Tout ce que je peux vous dire, c'est que restez la tête haute, ne croisons pas les bras, continuons à batailler et restons déterminés, focus sur notre objectif, qui est le vivre ensemble, qui est le développement, qui est l'harmonie. Osoko, Ose. Merci infiniment, Sa Majesté, c'est une première. Tu reviendras très certainement. Peut-être plus pour parler de Tika, mais pour d'autres débats, et même du panafricanisme. Tu sais, c'est aussi le rôle de Kemet Télévision de promouvoir, n'est-ce pas, chaque peuple, chaque culture, chaque spiritualité africaine et les mettre, n'est-ce pas, aux filles, maman, afin que tous ceux des Africains et afro-descendants qui nous suivent dans le monde entier, n'est-ce pas, bénéficient de ces enseignements et de ces sagesses-là. Une fois de plus, merci d'être venu ce matin. Thank you so much. Je suis très honoré aussi. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition de Sagesse Kamit avec Sa Majesté Cher Ekom Mata, 13e Venti, c'est-à-dire roi des Tikars. Nous avons plongé dans la mémoire et l'histoire du peuple Tikar, justement, peuple de royauté, de sagesse et de profondeur spirituelle. À travers ces paroles, nous avons compris que la royauté n'est pas seulement une institution politique, mais avant tout une colonne sacrée qui relie le passé, le présent et l'avenir. Elle est un repère qui éclaire notre identité et nous rappelle la richesse de nos héritages. Que cette rencontre inspire chacun de nous à redonner toute sa valeur à la mémoire de nos ancêtres, à préserver nos traditions et à faire vivre au quotidien l'héritage spirituel africain. Au nom de toute l'équipe de Sagesse Kamit, nous remercions Sa Majesté Ekom Mata pour sa disponibilité et ses éclairages. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre inconditionnelle fidélité. Restons connectés à notre essence, car l'Afrique se reconstruit par la mémoire et la sagesse de ses peuples. On dit au revoir à Antika comment? Osoko Lantumo. Osoko Lantumo. À très bientôt, 3 fois tête. C'est quoi pour tête?